Take me round the world and back again, as I'm searching for my soul out there. Oh, there's something that I'm wondering, where I'm going when my story ends. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. Keeps me up all night, keeps me, got these thoughts that keep me up all night. Keeps me up all night, keeps me, got these thoughts that keep me up all night. Keeps me, so I'ma light it up, I'm getting high. Ask me how I am, I'm getting by. But I'm thankful that I'm still alive. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir. Nous revoilà pour une 16e édition de Newsology. 16e édition. Et encore une fois, par rapport à l'émission précédente, nous avons encore une super émission avec un super titre. Et je pense que par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous vont s'identifier à ça. Et que, pour moi, je pense que c'est un des plus grands fléaux qui existent dans la communauté congolaise. Et on a un super guest, un avocat, un cadre d'entreprise, un entrepreneur qui a plusieurs différentes casquettes aussi, qui va intervenir et qui va vous donner un aperçu, non seulement venant d'une expérience personnelle, mais aussi venant de sa profession, sa connaissance générale. Et nous allons discuter autour de ce sujet qui est la succession, division de la famille et la relégation socio-économique comme conséquence de cela. Sur ce, sans fudeur due, comme on dit, voici Monsieur Christian Atembila. Salut Christian, comment tu vas? Bonjour Harry, je vais bien et toi-même? Je vais bien, un peu fatigué, c'est le week-end. Demain, on reprend le travail, donc choisis à tes cailloux. Grave. Et ceux qui Christian, ne veulent pas s'endorment. déjà, pour te présenter, Christian, parce qu'il y a certains de notre audience qui ne te connaissent pas, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, et parle-nous d'ABC. En fait, je m'appelle Atembi Nabomolo Christian. Je suis actuellement dirigeant cadre d'entreprise de l'entreprise précisément ABC Group, qui est née il y a presque une année maintenant, qui agit dans plusieurs secteurs comme la gestion des ressources humaines. Je suis de formation juridique. Tout à l'heure, tu disais avocat. Non, je ne suis pas avocat. Je suis un juriste. J'ai terminé, oui, parce que je ne vais pas me prévaloir d'un titre que je n'ai pas, mais je suis juriste parce que j'ai fait la faculté de droit. J'ai obtenu un graduat et une licence en droit de l'université de Kinshasa. J'ai principalement œuvré dans les ressources humaines depuis que je suis sorti de l'université et depuis plusieurs années, j'avais à cœur de créer une société et l'année passée, je l'ai fait. Donc actuellement, je suis dans la gestion des ressources humaines, dans la représentation officielle, dans différents autres types de services ou la consultance dans différents types de droits pour permettre un peu de mettre en avant tout ce que j'ai appris. Je disais dernièrement à des personnes, après maintenant 10 ans d'expérience professionnelle, je pense qu'il est temps de transformer ça en services et de les vendre. Donc, c'est un peu moi. Et c'est vrai que plusieurs casquettes parce que je suis consultant dans différentes institutions et j'aide plusieurs personnes aussi à atteindre leurs objectifs dans différents types de secteurs. Donc, c'est un peu ça. Merci Christian pour cet aperçu de ta carrière, de qui tu es. Pour aller directement au sujet, Christian, est-ce que tu partages mon avis et mon opinion quand je dis que les problèmes de succession, les problèmes de succession, quand par malheur, bon, on est tous destinés à passer au l'au-delà, et quand par malheur, un membre cher, particulièrement les pères, parce que nous sommes bantous, le chef de famille, quand il part, tu ne penses pas que c'est un des plus grands fléaux au Congo qui occasionne non seulement une relégation socio-économique, mais en même temps divise les familles? C'est quoi ton opinion? Est-ce que tu es d'accord avec moi en traitant ça de fléau? J'ai envie de dire oui,
mais je ne vais pas dire totalement. C'est un sérieux problème dans la société congolaise aujourd'hui parce que beaucoup de familles se retrouvent dans des divisions et querelles inutiles parce que certains s'estiment beaucoup plus importants que d'autres, parce que quelqu'un simplement a décidé de confisquer les biens au nom de je ne sais quoi, peut-être coutume ou quoi que ce soit. Et malheureusement, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si on peut comparer ça à un fléau, mais c'est un problème assez récurrent en République démocratique du Congo. Mais Dieu merci, il existe différentes lois en la matière, principalement le Code de la famille, qui gère le secteur de la succession et les libéralités, que malheureusement beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup connaissent, mais n'ont pas les moyens peut-être nécessairement d'approcher la justice. Et puis d'autres se disent, bon, est-ce que l'autre qui n'a pas réussi, est-ce que moi je vais réussir? Mais c'est vraiment un problème important dans nos familles. Hein. C'est vraiment un gros problème en République démocratique du Congo. Ok, merci pour ta réponse. On va attaquer la loi, on va parler de la loi tout à l'heure. Mais avant qu'on parle de la loi, parlons d'une vraie problématique, un autre tabou congolais dont on ne parle pas souvent. Quand j'ai eu un show il y a quelques semaines avec Big Zaga, Big Up à Big Zaga Willy, on a parlé de certains tabous congolais dont personne n'a le courage de parler, comme par exemple des membres de famille issus de familles pauvres. C'est un exemple issus de familles pauvres qui déménagent sur Kinshasa, bien l'exode rural. En arrivant à Kinshasa, les hommes sont maltraités, toute forme de blessure, de traumatisme qui peut se créer à cause des injustices et tout ça. Et les femmes, ça peut être des attouchements ou bien des molestations. C'est des réalités qui arrivent dans nos familles, personne n'en parle. Mais ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a un autre facteur, un autre tabou dont personne ne parle. Est-ce que les hommes congolais sont immortels? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'écrire des testaments? Et s'ils écrivent des testaments, pourquoi ils ne sont pas appliqués s'il y a une seule personne sur 10 enfants qui est censée avoir tous ses biens? Pourquoi est-ce que ça doit être reparti sur les 9 autres alors que le père a choisi clairement, je dis le père parce qu'on avait un système patriarcal, et bantou et tout. Si le père a choisi clairement son préféré, pourquoi est-ce que les autres 9 devront en bénéficier et partir dans une spirale de 20 ans de procès et s'appauvrir en même temps? Dis-moi pour question. En fait, il faut dissocier ici le côté légal et le côté coutumier. OK? La loi est la source principale généralement dans différents types de droits, comme dans le droit de la famille qui gère le côté succession. Il y a beaucoup de problèmes qui se causent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que certains s'estiment beaucoup plus importants que d'autres. D'autres disent, bon, l'autre, il m'aimait un peu plus. Mais en même temps, le testataire ou le découillus, qui est l'expression reconnue pour le décédé qui laisse sa succession, a une obligation, c'est de faire certaines choses dans les règles de la loi. Il ne peut pas, comme tu dis tout à l'heure, sur 10 enfants, il dit, OK, moi, je vais céder mes biens à une seule personne. Non. Si le code est clair, à partir du moment où une succession crée ce qu'on appelle trouble l'ordre public, à ce moment-là, c'est la loi qui prime. On n'interdit pas aux gens de pouvoir faire des testaments, mais cela doit être fait dans le respect de certaines règles. Oui, attends, Christian, permets de t'interrompre. Je comprends ton point, garde ton train de penser. Mais si la personne a choisi donc spécifiquement un de ses enfants, la loi prime par rapport aux troubles de l'ordre public, c'est ça? À partir du moment où cette succession-là crée un trouble de l'ordre public, c'est-à-dire qu'il y a des mécontents, des gens qui viennent, c'est normal que la loi prime, hein? C'est tout à fait normal. Mais donc, après, sur un point de vue de solution, du vivant du père, s'il met tous ses biens au nom de Kingani, qui est son 5e enfant sur 10, et que Kingani a son nom sur tous les biens du père, qu'est-ce qui se passe au décès du père? À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit le bon juge, parce que moi, je veux parler du juge. Le juge qui va être saisi doit pouvoir déterminer le pourquoi de ce que le testataire a laissé tous, ou le découillus, pardon, a laissé tous ses biens au nom de ce 5e enfant. OK? À partir du moment où il arrive à définir cela, c'est là qu'une décision va être prise par le juge s'il faut tolérer cela ou carrément revenir à la loi. Il faut dire que le code du travail, le code de la famille, aujourd'hui parle de certaines causes d'indignité. C'est-à-dire que certains héritiers tombent du coup à partir du moment où il y a eu des causes d'indignité qui sont par exemple que la mort du découillus est sa cause,
ou bien il y a eu dénonciation calomnieuse de la part du potentiel ou des potentiels héritiers, et d'autres encore décisions. Donc, la loi fait en sorte que l'ordre public ne soit pas troublé et que tout le monde se retrouve. Quand bien même d'autres... Christian, excuse-moi de t'interrompre encore. Excuse-moi de t'interrompre. Tu ne penses pas que c'est paradoxal? Tu as mentionné 2 ou 3 fois le trouble de l'ordre public. Tu ne penses pas que tous ces procès qui prennent 20 ans, 30 ans, non seulement les conséquences où ça détruit les familles, des frères et sœurs qui se haïssent, surtout, je vais être un peu dur, hein, excusez-moi, ceux qui n'ont rien foutu de leur vie et que le père avait vu ça dès sa vie et qu'il a préféré léguer à ceux qui ont fait un effort. Et ceux qui n'ont rien foutu de leur vie, qui prennent ça comme, je sais pas quoi, comme leur arme et qui se battent jusqu'à la fin. Tu ne penses pas que ça cause plus de problèmes de troubler l'ordre public que ce que la loi estime qui trouble l'ordre public? Mais justement, la loi, les faits précèdent le droit. Les faits ici, dans le cas dont tu parles, ça veut dire que certaines personnes dont on a constaté l'incapacité à pouvoir vivre eux-mêmes, n'attendant que la mort prochaine du Découyous, se mettent après sa mort en train de rechercher les biens. En fait, il faut se dire une chose. Aucun héritier n'a un droit plus que l'autre. Quand bien même tu travailles, quand bien même l'autre ne travaille pas. Ça, c'est ce que la loi veut. Je parlais dans le contexte de celui qui a été désigné. L'héritier dans le testament. Je ne parlais pas de... C'est pas parce que tu as... C'est pas parce que tu es le préféré, parce que tu fais je ne sais quoi, que nécessairement tu as plus de droits sur les autres. Serons-nous au Congo dans un pays qui est communiste ou quoi? Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens pour moi. Supposons que je suis l'héritier. Non, c'est les lois de la République. Je pense que c'est un bon système. Pourquoi est-ce que les autres qui ne sont pas dans le testament devraient hériter au même titre que moi? Dis-moi. Non, mais pourquoi toi tu devrais... Tous les enfants illégitimes aussi, s'il faut les mentionner. La bonne question, on va parler des héritiers tout à l'heure, des types d'héritiers qu'il y a. Oui. La bonne question qu'il faut se poser, pourquoi toi tu bénéficierais plus des autres? C'est ça la bonne question. C'est parce que mon père a choisi ou bien le père a choisi? C'était ça mon exemple. Le père a choisi, mais oui. il doit choisir, comme je te l'ai dit, je le répète encore, en fonction de la loi et veiller à ce que l'ordre public soit respecté. C'est le principe de la loi. C'est la visée finale de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discorde. Et même quand il y aurait discorde, ce que la loi a prévu doit être respecté. Je pense pour moi que c'est beaucoup plus équitable que le fait de donner une succession à une seule personne. C'est ça qui crée encore beaucoup plus de division familiale, au fait. Mais après, chacun a son point de vue. Hein. D'accord. Et dis-moi par rapport à énumère un peu les différentes sortes d'héritiers. Parce qu'il y a une réalité chez nous, les Bantous africains, particulièrement les Congolais. Quand un père décède, même ses frères et ses sœurs se pensent et s'identifient en ayant droit. Oui, exactement. Pour conclure la réponse à ta première question, non, l'homme congolais n'est pas... Excuse-moi de revenir juste un peu en arrière. L'homme congolais, des fois, se croit immortel, mais il ne l'est pas. Il est bien obligé de pouvoir affronter la mort et de prendre les dispositions qui vont venir tout juste après. Parlant de la succession, avant qu'on parle des héritiers, la succession, en fait, c'est l'ensemble des droits et obligations ou bien appartenant à celui qu'on appelle en droit congolais le découyous, le décédé, qui passe de lui, le décédé, parce que décédé, à ses différents héritiers. Et ces différents héritiers, on les a en 3 catégories, voire 4. La première catégorie, c'est les enfants reconnus de son vivant, même s'il a eu des enfants hors mariage, mais également les enfants adoptés. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'enfant légalement adopté fait partie aussi, comme tous les autres enfants, des héritiers. Eux, c'est la première catégorie et ils se partagent 3/4, entre guillemets, du butin ou de la succession. Butin, c'est approprié. Hein. Oui, le 3/4 de l'héritage. Ensuite, tu as la deuxième catégorie qui sont les pères et mères du découyous. S'ils ne sont pas vivants, c'est certains membres de leur famille. Les frères et sœurs du découyous. Et puis, l'épouse légitimement reconnue, celle qu'on a entre... Enfin, pas l'épouse, attention.
le conjoint survivant. Parce qu'il y a une chose, et ça on va en parler, souvent les gens voient que succession quand l'homme meurt. Mais la succession intervient aussi quand la femme meurt. C'est notre cas de figure. On peut y arriver. Non, c'est important de le mettre en... Oui, on va en parler, mais je le dis, quand la loi parle du découyus, il ne fait pas de distinction de sexe. Quand il parle du conjoint survivant, il ne fait pas non plus de distinction de sexe. Il les mêle tout dedans. Donc, la deuxième catégorie, je disais, c'était les pères et mères, les frères et sœurs et le conjoint survivant. La troisième catégorie, elle intervient à partir du moment où la première et la deuxième catégorie n'existent pas. C'est-à-dire que demain, je meurs, je n'ai pas laissé d'enfants, mes frères et sœurs ne sont plus là, ils n'ont pas laissé de descendance, mes parents aussi n'ont pas laissé de descendance, ils n'ont rien du tout. À ce moment-là, on prend les oncles et tantes du découyus qui interviennent. Quatrième catégorie, qui n'est pas citée comme quatrième nommément, mais qu'on reconnaît, c'est en l'absence des trois autres, c'est-à-dire qu'on trouvera un membre de famille. L'État a pour obligation... Ce n'est pas les procureurs par hasard? Pardon? La quatrième catégorie, ce n'est pas les procureurs? Non, mais je vais en arriver. Non, ce n'est pas les procureurs, mais je vais en arriver. La quatrième, c'est tout membre de famille dont le lien a été constaté par le tribunal de paix. Ça peut être, je ne sais pas, un oncle lointain, je ne sais pas qui, une tante lointaine, un cousin, un neveu lointain. À partir du moment où le tribunal de paix constate effectivement qu'il y a un lien entre eux, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'il est reconnu. Maintenant, en l'absence de ces quatre catégories, cela revient à l'État. Ce n'est pas au procureur. L'héritage revient, la succession revient à l'État. Et il y a toute une procédure avant que l'État s'en accapare totalement. Il faut vraiment une dernière publicité pendant 1 ou 2 mois, si je ne m'abuse. Et à partir du moment où personne ne vient le revendiquer, il y a toute une procédure, hein. Personne ne vient le revendiquer, il rentre dans le trésor public. Mais les procureurs, les juges et autres ne bénéficient pas de ça. Si tu as vu un cas pareil, c'était une fraude. Absolument. Mais attends, il y en a beaucoup, tu sais très bien. Il y en a beaucoup des cas pareils. Bon, oui, il y en a plein, même pas seulement de la part des juges, mais de la part de beaucoup de personnes, hein, dans les familles. Hein. On va arriver à ça plus tard. Mais dis-moi de manière très pratique, parce que j'aimerais que tu puisses mettre en exergue une autre façon de voir les choses, une autre perspective, qui est en quoi et quand est-ce qu'intervient le droit coutumier? Le droit coutumier par rapport à quoi? J'ai vu les Mwanakasi, par exemple. Les Mwanakasi, l'oncle meurt, les neveux, qui sont ces Mwanakasi, qui viennent réclamer. Et du côté du Katanga, où il y a certaines personnes qui sont matrimoniales là-bas, c'est pareil aussi. Ou bien la famille, chez les Louba, par exemple, la famille du défunt, ils ont une sorte de... Ils pensent qu'ils ont le droit, même qu'ils ont une priorité sur les enfants, par rapport à une forme de fondament qui est le droit coutumier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça prime sous le droit congolais commun de famille? Non, le droit coutumier peut être une source du droit civil, particulièrement pour le code de la famille, mais c'est la loi qui prime. Après, j'ai quand même envie de parler des 2 types de succession qui existent et qui sont reconnus en République démocratique du Congo. Vas-y, s'il te plaît. La première succession, elle peut être testamentaire. C'est-à-dire que le testament est soit authentique, c'est-à-dire qu'un beau matin, je me lève, je vais voir le notaire ou l'état civil de ma résidence, je vais leur dire, écoutez, en mon absence, voici comment seront répartis mes biens. Ça, c'est le testament authentique. Ou il peut être holographe, c'est-à-dire qu'authentique, tu prends l'état comme témoin, il garde une copie, tu vas avec une copie. Le testament holographe, c'est celui où tu fais un testament, comme j'ai envie de dire, sous seing privé. C'est-à-dire que je le rédige et je le garde. Et je peux dire à mon épouse ou à des membres de famille, écoutez, j'ai laissé un document, vous le trouverez en cas de mon absence. À partir du moment où je ne suis plus là. Troisièmement, il y a le testament oral, celui qui se fait en présence d'au moins 2 témoins. J'appelle mes frères et sœurs, sentant ma mort venir, ou bien même quelque temps avant ma mort, même plus. Enfin, voilà. Je leur dis, écoutez, j'ai laissé 3 maisons. Voici comment les biens seront répartis. Ça, c'est un testament oral. Mais le testament oral a certaines conditions, hein, parce que... Excuse-moi. Ce testament oral, il est propre
à la RDC ou bien c'est répandu mondialement ou bien au niveau régional? Allô? Christian, est-ce que tu es toujours là? Je pense qu'on a un problème de réseau vu que Christian est à Kinshasa. On va prendre une petite pause le temps qu'il puisse revenir. D'accord? Allez, à très bientôt. Attention, stop. Voici l'album de l'année avec le général Def Defrag. À consommer sans modération et sans dopage. Papa ye polinyo kimina koye. Papa ye polinyo kimina koye. Likambo verifie te poninyo ndimiri viyan kiliba. Didi aye obalanga na mbongo ye. Soki mabebe nga bafami bosolola. Okimi ndako na yo. Okimi bana bayo. Nanya kobokolo bango. Papa ya bana ye. Zonga ndako. Tobongisa na malembe. Papa ye. Ayoleli. Oh papa ye ye. Ezandeli kambo. Nga makila mabe makila moino aye. Lelo nandimi okana ngai papa ye. Likambo toeli ezanga suse aye. Soki babandela kabine na poniki mamelo. Libale pesinga deception. Banana maboko. Yaya mpe na boloko. Famia babola ye. Nani akopesanga maboko. Na mokumba naza nango papa ye. Ayoleli oro brino sanda ezandeli kambo Damien Kibuta naswa bakuya lela eleki pasi ye bimundi nyonso esila na teka na bwakara nzoto mombongo ekwea na kota faitera ye o papa na kota keloa ye bamwaye nyonso esila na depanse ya bana kolia ya bana pona kelasi ya bana baswemeli kongo ya bana okimi ndako na yo okimi bana bayo nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli dike Michel na Toulouse aye nganene kibwila ye baebanga na fiele mingi fiele esilanga na komalela kaka boye mitelenga nongo likolo ya didi kikuta ngaya aye mama na kowa aye susi ekoma ya ngai ndeko nabimaka te nakomalela kaka boye o papa nakotaki kumbira ye o papa nakotaki eloa ye okimi ndako na ya okimi bana bayo nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli. Et nous revoilà dans Newsology après une petite pause due à des petites difficultés techniques. Nous sommes de retour et hommage au grand général Defao, Big Up. Cette chanson a bercé mon enfance et c'était une époque où la musique congolaise, jusqu'aujourd'hui, hein, mais selon ma génération, bercer, te donner des conseils et je trouvais ça profond sur la famille, sur un père, sur la responsabilité des choix qu'on prend. Monsieur Atembila, tu es toujours là? Oui, je suis présent, je suis là. Oui, désolé, ça a coupé. Est-ce que tu peux continuer par rapport aux droits coutumiers, si les membres de famille, du père ou de la mère, du découillu, comme tu as dit, si je m'exprime bien, prennent, quand est-ce qu'eux pensent qu'ils ont le dessus sur les héritiers testamentaires? Et ça, c'est de un. Et de deux, est-ce que c'est né rien que Congo ou bien c'est régional quand un père qui voit sa mort prochaine ou bien sa mère qui voit sa mort prochaine, qui appelle deux témoins et qui dit qu'elle a des biens comme ça. C'est juste congolais, une problématique congolaise, ou bien c'est régional ou international? Dis-moi.
Pour la première question, en République démocratique du Congo, c'est la loi qui prime, comme je l'ai dit. La coutume on peut recourir à la coutume. Elle peut être appliquée pour autant que tout le monde se retrouve. Hein. Je vais te donner le cas d'un exemple que j'ai vécu. C'est-à-dire, un grand monsieur de ce pays est décédé. Il a laissé différents biens. La famille s'est assise, s'est réunie, disons, et elle a réparti les biens avec la famille, avec les enfants et autres pour une gestion commune au bénéfice de tous. À ce moment-là, en mettant en avant le fait que, bon, ils étaient de telle tribu, voilà comment les choses devaient se faire. Ça n'avait pas porté préjudice ou ça n'avait pas dérangé les héritiers de première catégorie. Ils se sont bien entendus. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment mettre l'accent parce que beaucoup de gens, et surtout par rapport à ceux qui nous écoutent, sont sous le coup de ce droit coutumier qu'on ne maîtrise pas et qui est qui est à géométrie variable. Tu l'as dit tout à l'heure, dans telle province on fait ceci, dans telle ceci on fait cela, mais ça peut toujours poser problème à partir du moment où vous avez par exemple deux personnes de tribus différentes qui se sont mariées. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pratique tel? Donc, l'important, c'est de pratiquer ce que la loi dit. Et le testataire ou le découillus avant de mourir, s'il connaît le droit, peut poser des actes en fonction du code de la famille. Donc, ça, c'est très, très important. En termes de testament oral, c'est une ouverture faite par la loi à toute personne, mais elle ne peut dépasser... Normalement, on reconnaît à la personne de parler de ses funérailles. On reconnaît la répartition de ses biens qui ne dépasse pas 125 000 francs congolais. En même temps, il peut prendre certaines dispositions sur la tutelle des enfants, dire avant de mourir, OK, j'aimerais que mes enfants soient gérés par telle personne. Mais à partir du moment où la personne ne meurt pas dans les 3 mois, après avoir fait ce testament, le testament oral est totalement caduc. Il est totalement caduc. Maintenant, certaines personnes s'estiment de par la coutume un peu plus important et veulent que cela soit respecté. Ça crée vraiment de sérieuses divisions familiales et comme tu l'as dit, des procès qui peuvent prendre des années et des années, mais par-dessus tout, la loi est là pour gérer ces différents cas. Si tu permets, excuse-moi, vas-y, si tu espères avoir répondu. Non, je disais, j'espère avoir répondu à ta préoccupation. Du moins. Oui, absolument, mais ce n'est pas ma préoccupation, en fait. J'aimerais que, rien que cet échange par rapport à tous les mots, les perspectives que tu as, ta connaissance, qu'elle puisse profiter au plus grand nombre de personnes, tu vois. Parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas vraiment au courant de nos droits au Congo, tu vois. Et c'est très important qu'on puisse être au courant de nos droits pour approcher ce genre de challenge, parce que pour moi, c'est désolant. Attaquer ces challenges désolants en étant informé. Tu comprends? Mon prochain point, je veux faire une citation de Sango Mokonzi, Israël Mutombo. Il dit que la beauté du texte est trahie par la réalité pratique du terrain. Tu m'as parlé des lois, tu m'as raconté tout ce que... Excuse-moi, je dis raconter parce que j'étais ami à 2 frères, à une famille. Leur papa est décédé, il avait beaucoup de biens. Et j'étais ami aux 2 frères, pas à un seul. Il m'arrivait de faire l'intermédiaire avec les 2 frères parce qu'ils se battent par rapport, ça fait 10 ans, qu'ils se battent par rapport à la succession des biens. Je pense que c'est désolant. Je pense que, excuse-moi, je ne sais pas si la loi est assez claire. Je ne suis pas juriste, j'ai aucune prétention d'être journaliste, ni d'être. J'ai aucune prétention d'être juriste, ni journaliste. C'est juste que je pense que c'est des sujets dont on ne parle pas souvent. Donc, j'étais l'intermédiaire des 2 frères pour essayer de les réconcilier, mais ça n'a pas marché. Et ça commençait à peser sur moi, j'ai laissé tomber. Ils sont en conflit ouvert jusqu'aujourd'hui par rapport à l'héritage, par rapport à la succession. Et maintenant, avec la beauté des textes que tu as dit, tout ce que tu m'as raconté, les 10, 15 premières minutes du truc, qu'est-ce que tu expliques à ces 2-là? En introduction de ma réponse, j'aimerais dire ceci. Je discute beaucoup avec des gens de la diaspora qui sont étonnés d'apprendre qu'il existe des lois en République démocratique du Congo pour certaines matières. Quand tu discutes avec eux, je peux être à Bruxelles, à Paris, des fois par moment, je discute, ils disent, mais comment ça, vous avez des lois là-bas? Oui,
il existe des lois en République démocratique du Congo. Oui, ces lois existent, mais il y a un problème, c'est qu'elles souffrent par moments d'une application ou d'une bonne application. Deuxièmement, pour parler des cas, par exemple, des types de cas dont tu as parlé, ce que j'ai plutôt remarqué, parce que personnellement aussi, j'ai vécu personnellement dans ma famille, et je le vois, que ce soit dans ma famille restreinte, la famille restreinte de mes parents et autres, certains cas d'héritage, j'ai compris que, et je te le dis, je l'ai dit durant mon intervention, je l'ai dit à toute personne qui m'écoute, certaines personnes s'estiment, soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue coutumier ou d'un quelconque point de vue, supérieur ou comment on va dire, plus enclin à pouvoir hériter. Et c'est ça le problème. À partir du moment où les gens mettent en avant leur propension à vouloir être plus fort que les autres, ça ne marche pas. Mais quand vous voyez aussi certains cas, des fois, c'est des cas où c'est... Bon, il y a plusieurs cas, hein. Il y a un cas où c'est carrément les enfants de la même famille qui s'entretuent, c'est-à-dire qu'ils sont tous du même père, de la même mère, mais ils s'entretuent. Et d'autres, et ça, c'est des cas encore plus forts, c'est ceux qui sont peut-être germains, des frères germains, c'est-à-dire qu'ils sont d'une mère différente ou utérins. Enfin, voilà. C'est eux. Et toutes les émotions qu'on a venues du fait que, bon, moi, c'est ma maman qu'on aimait le plus. Non, moi j'ai beaucoup souffert, j'ai plus droit par rapport à vous. Tout ça influence énormément les successions, sans parler encore de la famille qui peut venir mettre de son grain ou carrément prendre possession de tout. Moi, je le dis, je le répète encore, il faut toujours revenir à la loi. Ce qu'il faut à ces parties, à ces deux frères, par exemple, qui sont en conflit, c'est de s'asseoir et de définir qu'est-ce que dit la loi. Faire le tour des biens, définir la réserve successorale ou la succession en tant que telle, qu'est-ce qu'elle contient, revenir à la loi et départager ces biens-là en fonction de la loi. Bien sûr, s'il y a des causes d'indignité, c'est-à-dire que s'il y en a un à qui on doit refuser le fait d'hériter, cela doit être justifié au regard de la loi. Donc, souvent, le problème, c'est qu'on laisse trop passer nos émotions, on laisse trop passer le droit coutumier qui peut piétiner les uns au profit d'autres. Ce qu'il faudrait faire, c'est revenir à la loi. La loi, pour moi, je pense qu'elle est équitable. Ça peut ne pas plaire, mais au moins, elle permet à ce que chacun se retrouve. Oui, mais on a bien établi que la pratique ou bien l'application de la loi reste à désirer jusqu'à présent. Il y a certains cas dont je suis directement au courant qui datent depuis 89 de succession, de conflits où les 2 parties, 3 parties, 10 parties, je ne sais pas combien d'enfants ou de femmes légitimes qu'il y avait, font que vous vous appauvrissez en frais d'avocat. Exact. Vous appauvrissez pendant 20 ans, 30 ans, où ça devient fatigant, il y aura un recours qui va se faire, l'un va se faire incarcérer, il y a un autre recours qui va se faire. C'est incroyable, ça détruit la structure nucléaire de famille que l'on connaît tous, qu'on a tous grandi. C'est une réalité. Je parle au Kinshasa parce que je ne connais pas le Congo entier, d'accord? C'est une réalité. Ça se fait presque partout au Congo. C'est des cas... Oui, mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est l'inefficacité? Je ne juge pas. C'est juste une question qui est logique. L'inefficacité du système judiciaire de trancher à temps ou bien qu'il y a un nombre infini de recours? Non, je pense particulièrement c'est l'efficacité du système judiciaire qui, des fois, aujourd'hui, malheureusement, qu'on se le dise, c'est à ma grande honte que je vais le dire. Aujourd'hui, la justice, elle vit de ces différents recours, de ces différents reports, renvois et autres parce que... Donc, ces différents conflits qui perdurent, c'est ça que tu veux dire en gros? Oui, et malheureusement, les avocats aussi, je vais te faire rire. C'est un cas qui n'est pas un cas de succession, mais je connais quelqu'un qui est devenu avocat dans le cabinet de son père, qui avait son père qui a plus de 30 ans et qui gérait une institution publique de la place, ça faisait 20 ans qu'il était une institution il était plutôt avocat d'une institution publique. Il traitait un cas particulier depuis 20 ans. Alors, le papa décide un jour, qui est le grand maître du cabinet, il décide d'aller en vacances pendant un long moment, se reposer. Il estime qu'il a passé beaucoup de temps, mais il va revenir. Il laisse la gestion du cabinet entre les mains de son fils. Alors, son fils trouve ce dossier-là, l'examine et voit bizarrement que c'est un dossier qui traîne pour rien. On aurait pu le terminer il y a longtemps.
qu'est-ce qu'il fait? Il termine le dossier. Il termine le dossier. Oh, et il clôture le dossier. Hein, c'est-à-dire que et l'institution publique qui était en conflit avec un particulier s'entendent, trouve une solution. Quelque temps plus tard, son père revient, trouve que le dossier a été conclu, il dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Ce dossier, il fallait le faire traîner. C'est un dossier qui t'a nourri, qui t'a payé les études. Donc aujourd'hui, même dans les cas de succession, quand vous avez un avocat qui n'est pas sérieux, qui ne voit, qui est plutôt l'avocat du fruit plutôt que l'avocat de l'homme, à ce moment-là, il fait tout pour que ça perdure. Moi, j'en connais plein qui à chaque fois vous donneront des manies et des manies pour pouvoir faire perdurer la chose, vous disant vous méritez, vous méritez, vous méritez, et ils peuvent même s'entendre entre eux. Et que dire encore de cette justice d'un point de vue interne où vous avez des juges, pas tous, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des bons juges, pour certains sont comment on appelle ça, corrompus. Mais je pense, et comme je le dis toujours, dans ce pays, on a des lois, le problème, c'est l'application. Les lois existent, mais très peu de gens les connaissent, et aussi, on ne veut pas l'appliquer totalement. Mais bon, on commence un peu à observer certaines choses. Espérons que ça va continuer. Donc, oui, mais c'est ça le problème avec les successions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mauvaise foi de la part des membres de famille qui sont prêts à payer pour essayer de se retrouver. Je suis d'accord avec toi sur toute ta réponse et j'apprécie énormément ton exemple qui relève de la réalité sur terrain. D'accord? Mais dis-moi, si tout système, même le judiciaire, tout ce qui suit législatif et tout ça, dépend des hommes qui le constituent. Mais là, tu viens de donner un cas réel de montrer que ce genre de problème perdure à cause d'un problème d'homme. Malheureusement. Malheureusement. Maintenant, comment est-ce que en allant sur l'autre phase de la pièce, qu'est-ce que tu conseillerais, avant qu'on passe à la relégation socio-économique, qu'est-ce que tu conseillerais à des membres d'une famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir non seulement ne pas vous appauvrir, ne pas aller en conflit, parce que je pense que les familles sont beaucoup plus fortes quand elles sont ensemble, parce qu'on va aller du côté de la facette économique juste après. Qu'est-ce que tu les conseilles? Parce que les juges, les magistrats, les procureurs, les avocats s'enrichissent sur vos dos. Je parle au Kinshasa, et c'est par expérience. Je sais de quoi je parle. Ils s'enrichissent sur vos dos. Qu'est-ce que tu les conseilles de faire? Est-ce qu'ils doivent avaler leurs égos, avaler leur fierté et collaborer? Ben oui, c'est ça. Hein. En réalité, c'est ce que je dis toujours. En fait, le système juridique congolais est composé de plusieurs droits et chaque droit a ses sources. La source principale, normalement, de chaque droit, c'est la Constitution. Ensuite, tous les droits ont les différentes solutions. Par exemple, tu as le droit civil, tu as le code de la famille et tu as d'autres actes encore qui interviennent. L'objectif, en réalité, du législateur, c'est quoi? C'est que, et c'est quelque chose dont je t'ai parlé, c'est qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Mais ce trouble-là peut être compensé par le fait que les parties s'assoient en conseil de famille, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, de discuter, de répartir les biens, de le coucher et de le faire connaître à l'État. Et l'État qui va reconnaître effectivement que, bon, ils l'ont fait, que ça n'a pas créé de problème, va valider cela. Ce que moi, je conseille aux gens, d'abord, je vais conseiller à ceux qui peuvent s'asseoir et s'entendre. Asseyez-vous, entendez-vous. Si vous voulez, ABC Group, excuse-moi de le dire, peut vous aider à vous asseoir et à faire une succession digne où tout le monde se retrouve, pour autant que tout le monde ait l'envie d'aller vers la solution. Ça, c'est un. Mais je vais m'adresser aussi à ceux qui, des fois, sont injustement retirés d'une succession ou piétinés d'une certaine façon ou mal payés. Je vais les conseiller. Écoutez, recourez, pourquoi pas à ABC Group encore une fois, pour faire valoir votre droit où il y a l'application de la loi. OK? Où on peut faire cela. Malheureusement, enfin non, heureusement ou malheureusement, parce que je dis heureusement, pourquoi? Heureusement qu'il y a la loi a défini les choses. Malheureusement, c'est vrai, cette loi-là souffre d'un problème d'application et les gens, mais il faut toujours se battre et veiller à ce que cette loi-là soit appliquée. Et ABC Group peut aider différentes familles et autres à pouvoir récupérer. Je te parle d'un petit exemple, permets-moi une minute.
une famille s'est vue carrément retirer tous ses biens après la mort de son chef de famille qui était le papa. Ils ont vécu à ma campagne. Tu sais que ma campagne, c'est depuis longtemps, c'est un quartier réservé à une certaine élite, bien qu'aujourd'hui, ça commence un peu à changer. Alors, le monsieur, c'était un dignitaire de l'époque de la Deuxième République. Ils avaient tout, mais alors tout. Du jour au lendemain, quand ils perdent, quand le monsieur est mort, qu'est-ce qui se passe? La femme est virée, les enfants sont virés, la famille s'accapare tout. Et on leur laisse à peine une maison à Matete. Et cette maison-là à Matete, c'était la maison des débuts de vie commune entre l'homme quand il était étudiant avec sa femme. Si tu permets, voilà. On va y arriver. Là, tu vas vers la relégation socio-économique. On va y arriver. Voilà. Permets-moi. Non, c'est juste pour dire qu'ils ont... Voilà, justement, garde ton argument. On va y aller. On va arriver tout de suite. Et laisse-moi introduire le sujet. Après, tu peux continuer ton argument. Parce que c'est toi qui répondras de toute façon à ce point. Je donne un exemple concret qui va dans le même sens que le tien. D'accord? On le sait tous. On a parlé de ma campagne avec toi et moi, je parle de Gombe. Parce que Gombe, en ce moment... J'ai eu la chance de vivre à Gombe, toi aussi, on peut le dire. Et en vivant à Gombe, je commence à me rendre compte que les Congolais deviennent de moins en moins. Je parle d'un exemple concret. Nzita et Nzouzi, par exemple. Nzita et Nzouzi sont des frères, ils ont grandi. Nzita est allée, c'est la fille, elle est allée au lycée Bozangani. Nzouzi est allée à la de la Gombe. Ils ont grandi, ils ont eu des potes qui étaient à l'école française, belge, tout ce qui est UP, Jet Set, c'est tout ce que tu veux. Ils atteignent leurs 15 ans, leurs 16 ans, leur père meurt. Ils ont des grands frères beaucoup plus âgés, conflit interne de famille. Nzita se retrouve à Matete et Nzouzi se retrouve à, je sais pas, à Pompage. Totalement changement d'environnement, totalement changement de tout. Ils grandissent avec les moyens sociaux qu'ils ont maintenant financiers pour aller dans les universités. Il n'y a plus papa qui était le pourvoyeur, vu qu'il n'y a pas d'aide sociale au Congo et il n'y a pas d'université gratuite à haut niveau comme à standard régional, s'il faut le dire. Donc, ils font des universités publiques qui peuvent payer de leur poche, ou bien de membres de famille qui leur restent. Leur train de vie change totalement. Il y a une relégation. Pourquoi? Qui va de pair cet exemple avec ton exemple que tu voulais donner. Maintenant, j'aimerais que tu puisses me répondre sur le fait que Gombe est en train de partir. Disons les choses comme elles sont. Les Congolais qui habitaient Gombe, c'était ceux qui avaient hérité après l'époque coloniale. Ils ont hérité, qui travaillaient dans l'administration et tout ce qui suit. Les parents ont vendu et... Avec la venue de la MONUC, je crois en 2006-2007, ça fait que l'immobilier à Gombe a pris une valeur très considérable avec la bulle de property qu'il y avait à Kinshasa. Et ça fait que les prix ont augmenté, que quand les parents sont morts, il y a une convoitise venant du système judiciaire. Il y a une convoitise qui vient des expatriés qui veulent rester en sécurité. Et il y a une convoitise qui vient de ceux qu'on appelle les nouveaux riches, ceux qui sont élus politiquement de nouveau. Il y a des conflits. Des fois, on ne va pas aller dans la conspiration, mais il y a des mains noires derrière et tout ce qui suit. Il y a un conflit pour diviser les enfants. Le grand frère de Nzita, de Nzouzi, il y a un conflit qui arrive. On leur demande de vendre pour trouver la paix, que chacun retrouve son compte. Donc, tous ces habitants de Gombe, Nzita, Nzouzi, leur grand frère, Jacob, Jeanne et tout ce que vous voulez, se retrouvent à Mitendi, à Nsele, à Selembao, avec leurs petites parcelles et tout ce qui est de Gombe. Et bizarrement, on voit un immeuble qui pousse, qui appartient à nos frères pakistanais, indiens, libanais. Il y a une relégation socio-économique qui se passe et c'est sans discriminer aucun de ces quartiers. Je parle juste de la valeur qui est attribuée à Gombe par rapport à l'aspect sécuritaire à l'époque de la MONUC qui considérait que c'était plus proche pour eux d'être évacués par le fleuve ou bien par l'aéroport de Ndjili ou bien d'aller dans leurs ambassades. Qu'est-ce que tu penses de sa question? De ces relégations par rapport... socio-économique. Quand un père meurt, qu'il y a conflit entre les enfants qui ne sont pas capables de s'entendre, de maintenir leur maison à Gombe, de mettre un locataire où ils vont toucher une ambassade, où ils toucheront tous $5,000 par mois, mais ils la revendent, ils achètent des parcelles à Mitendi, à Nsele, à je ne sais pas où quoi. Dis-moi. En droit, on dit mieux vaut un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès. Parce qu'un bon procès, c'est du temps, c'est de l'argent. Et des fois, on peut mal s'entendre. Après, mal, c'est relatif. Alors qu'ils auraient pu faire fructifier ce bien-là.
non. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que quand une famille s'est déchirée, mais arrive quand même à trouver une issue où tout le monde se retrouve, malgré tout, je pense que c'est important. Déjà, en termes de propriété de maison, il n'y a pas que le droit de la succession qui intervient, il y a aussi la copropriété. Hein, c'est très important de le préciser. Donc, même si vous gardez le bien ensemble, après un certain temps, vous êtes obligé de par la loi, au maximum 5 ans, vous êtes obligé de vendre le bien. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'exemple dont j'ai parlé, qui cadre avec ce que tu dis, qui est un cas vrai, parce que je l'ai vécu. Un père dignitaire de l'époque du maréchal Mobutu crève, ou meurt, pardon. Il laisse des biens. Bizarrement, la dame, avec son cadet qui avait à l'époque, je crois, 1 année, ou je ne sais pas combien, se trouve reléguée avec les aînés à Matete, dans une petite parcelle qui appartenait au monsieur à qui on a décidé de laisser à la femme et autres. Écoute-moi bien, c'est 19 ans après qu'un avocat sérieux se soit saisi de cette situation, que cette femme-là est rentrée dans sa maison de ma campagne. 19 ans après. Le cadet a difficilement grandi avec les autres dans la bourgeoisie. Lui, il a connu Matete et autres. Il a connu ma campagne bien après. Ce que je veux dire, et je vais rester toujours du point de vue de la loi, peu importe vos conflits, normalement, vous devez revenir à ce que la loi dit. C'est une obligation pour tout le monde. C'est comme ça que les choses se régleront correctement. Si vous pensez que la loi, pour vous, n'est pas bonne, alors asseyez-vous, déterminez les biens et répartissez-les de façon équitable afin que tout le monde puisse se retrouver. Et si tu permets de t'interrompre, excuse-moi de t'interrompre. Je parle de l'aspect social, économique, on n'est plus dans la loi. Pourquoi je dis ça, j'insiste dessus. Et j'apprécie que tu as dit qu'une bonne entente, je pense une belle mauvaise entente est mieux qu'un bon procès. C'est ça, non? Exact. Je vais dans ce sens et j'appuie exactement ce que tu as dit par rapport à quoi. Même si vous n'entendez pas, il faudra qu'on mette en action dessus. Même si vous n'entendez pas, je sais que c'est facile à dire idéalistiquement parlant. Ça serait mieux d'avoir $5 000 chaque mois. Chacun se débrouille à sa manière en sa vie. D'accord? Et que vous avez $5 000 par mois avec votre maison de Gombe, que de vous disputer de la vendre. Vous allez la vendre à bas prix parce que vous serez tous endettés par, je suis désolé, des avocats, des procureurs, des juges véreux, qui vont vous garder là pendant 19 ans de frais. Et après ça, vous allez vendre à un vil prix qui va être racheté par quelqu'un qui va mettre ça en valeur, avec un immeuble ou quoi que ce soit, et qui va faire de l'argent. Récemment, pas plus tard que 2020, 2021, j'habitais encore la Gombe. Je fais mon footing, la journée, Gombe est plein. La nuit, il y a des étrangers. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Quand j'ai des étrangers, il y a des Libanais, il y a des Blancs, il y a des étrangers. Les Congolais ne sont plus à Gombe comme avant. Et de Gombe de mon enfance, quand j'allais chez toi, Christian, il y avait beaucoup de Congolais. Les Congolais sont devenus minoritaires à Gombe. Et ce n'est même pas dû que les Occidentaux ont plus d'argent. Tout a été revendu. Mais si tu regardes la source de comment est-ce que les maisons ont été revendues à Gombe, c'est un décès d'un père qui a hérité, qui a obtenu ça. Il travaillait dans l'administration, dans un département d'État, à l'époque coloniale, et après l'époque coloniale, première, deuxième génération. Il a légué à ses enfants, il est mort, et les enfants sont allés en mode dispute. Le système a maintenu cette dispute au point que pour trouver la paix, ils ont vendu. Et une partie de la capitale va devenir comme la de City of London, comme le Vatican, qui n'appartient plus aux Congolais très bientôt. Et tout ça, c'est dû à notre ignorance. C'est une relégation socio-économique. Et comme je disais encore, une autre forme de prédation, les nouveaux riches qui convoitisent d'acheter un bien dans cette région pour maintenir leur statu quo. Quand je dis nouveaux riches, c'est ceux les nouveaux politiques qui se font élire et tout ça. C'est une réalité dont personne ne parle. Gombe devient de moins en moins congolais. En fait, dans ce que tu dis, permets-moi de dire que je lis 2 sujets. La relégation économique et le changement, en fait, entre guillemets, le remplacement. Le grand remplacement démographique. Après, moi, je dis que le problème au Congo, et ça, c'est de façon générale, c'est pas toutes les personnes expatriées, hein. C'est pas ça. Le problème, c'est nous. Mais pour rentrer dans le sujet,
le véritable sujet, tu vois, je vais te prendre techniquement un cas. Nous avons, moi et toi, hérité d'une maison à la Gombe sur 3Z, OK? Oui. Que tu connais bien d'ailleurs. Oui, vas-y. Et j'apprécie que tu Nous parles é- d'une situation personnelle, nous- j'apprécie. Que tu connais bien. Donc, nous héritons, moi et toi, d'une maison. Notre père nous la laisse. Nous nous convenons d'y mettre un locataire. Le locataire paye, parce qu'une maison, il faut dire, sur 3 heures, sur 3 aides, elle peut être à 10 000 le mois. Hein. Absolument. Elle peut être à 10 000, Oui. à 10 000 le mois. Ça, c'est le minimum. Et si elle est meublée, ça peut aller encore plus. Elle peut être louée journalièrement, 3 000 $ comme ça. Hein. Moi, j'ai vu des maisons comme ça. C'est terrible. Mais bon, c'est ça. Notre papa nous laisse, moi et toi, une maison. Moi et toi, on a des enfants. On a une entente. Moi et toi, on décède. On laisse des enfants. Écoute, la répartition de ce bien-là causera encore plus de problèmes après nous. Parce que nos enfants auront des enfants. Ça va faire une multitude d'héritiers. OK? Il faudra impérativement passer à une solution qui peut-être ne plaira pas, mais qui permettra à ce que chacun soit dans son, pas dans son coin, j'ai pas envie de dire dans son coin, mais encore moins se retrouver, que chacun ait sa part. Pourquoi? Parce que garder un bien comme ça, c'est une multitude de problèmes à venir. Moi et toi, on peut s'entendre, mais est-ce que nos héritiers s'entendront? Permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Bon, on termine, mais après ça, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on court contre la montre. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est bon de s'asseoir, de répartir les biens. Et je reviens, je suis désolé, je dois le dire, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, malgré qu'il peut y avoir relégation, il faut revenir à ce que dit la loi pour qu'on puisse effectivement calmer les parties. Parce qu'un bien qui va de génération en génération, c'est compliqué après. Hein? C'est compliqué. D'accord. Laisse-moi établir juste une nouvelle base de conversation, toujours dans le même contexte. Selon les lois internationales du classicisme, d'accord, la définition de la classe moyenne, c'est quelqu'un qui a pu, un couple par exemple, qui a pu acheter un bien matériel, qui sont propriétaires d'un bien et qui ont assez de ressources pour pouvoir payer, que leurs enfants puissent avoir l'accès à l'éducation, pour améliorer leurs conditions sociales et en habitant chez eux et en allant à l'université. D'une manière ou d'une autre, c'est ça la définition de la classe moyenne. Assez de revenus aussi pour leurs loisirs. On peut prendre différentes directions par rapport à leurs loisirs, par rapport à leur centre d'intérêt et tout ça. Mais c'est ça le but même de la classe moyenne, avoir un bien. Et un bien à Gombe, dans le contexte de Gombe, ou bien un bien dans un quartier UP de Kinshasa, est un patrimoine financier déjà sur le long terme. Et ça te crée, ça te positionne dans une forme de classe sociale. Parce qu'un bien à Gombe, sans discrimination, et un bien à Mitendi, c'est deux choses totalement différentes, de la même taille précisément, en termes d'estimation de la valeur. Et maintenant, comme partout dans le monde. Oui, mais justement, le bien à Gombe est estimé à une certaine valeur dont tu peux quitter ton statut initial de classe moyenne à classe supérieure parce que ton père a un bien à Gombe. Exact. Ce qui fait que maintenant, quand vous vous disputez, je ne parle pas des petits-enfants, tu as raison dans ton exemple, quand vous disputez, que vous perdez ce bien, que vous ne faites plus d'entrée, que ce n'est plus une source de production, parce que le loyer est une source de production, vous exploitez le bien, ça ramène de l'argent. Ça vous permet de maintenir non seulement votre classe sociale, vous pouvez travailler individuellement pour atteindre vos objectifs en termes de la progression aussi, c'est ça, parce qu'on est dans une société de consommation. Et si ce n'est pas le cas, vous maintenez un statut même de classe moyenne ou bien de middle class parce que vous avez ce bien qui a une estimation très élevée due au fait qu'il y a une limitation du fait que c'est au centre-ville de bien et l'évacuation par rapport à Brazza s'il y a des problèmes vu que le pays est connu à avoir une politique instable. Et maintenant, vous vous disputez, on vous relègue à Mitendi et à Pompa, je ne sais pas quoi. Vous perdez votre statut automatique de classe moyenne. Et dans d'autres pays, par rapport à ces statuts, je dis dans d'autres pays, à travers le monde, surtout en l'Occident, dans d'autres pays, rien que votre statut, votre revenu vous permet de pouvoir avoir accès même à des crédits pour avoir sur le long terme une vie beaucoup plus stable. Et quand vous allez dans un quartier, je ne sais pas, au fin fond de Maluku, la frontière avec le Bas-Congo, avec le Bandundu, vous perdez ce statut-là, vous perdez toutes sortes d'informations. Et il faut dire comment c'est le sang. Même la France, ça, avec nos compromis à la congolaise, selon M. Macron, la France, là, tout dépend pour trouver un emploi de votre postcode. C'est où que vous habitez? Le 16e arrondissement
ou bien vous habitez Neuilly-sur-Seine, ou bien vous habitez à Sarcelles, ou bien Aulnay. Aulnay, on ne vous prend pas en emploi. De toi à Gombe, on te prend. Je parle des conséquences socio-économiques. Hein, et celui qui habite à la frontière Mitendi et Bandundu, on ne te prend pas. Ils ont des préjugés. Il y a des préjugés, il y a des préjugés supposés, des stéréotypes supposés sur la culture que tu as, le background, ton savoir-faire et tout ça. C'est des réalités internationales. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oublie les petits-enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que toi, tu conseillerais par expérience personnelle que les gens devraient faire s'ils ont des biens qui ont une valeur qui peut être estimée, comme l'exemple que tu viens de donner? Alors, j'ai parlé d'un exemple tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais suivi, une famille qui s'est réunie, a fait le tour des biens et je n'avais pas précisé, mais ils ont monté une société. Ils ont monté une société. Ça, c'est des cas rares au Congo, hein, mais ça existe. Je ne vais pas citer le nom de la famille. Non, c'est une famille. Ouais. C'est une famille connue. C'est-à-dire que tous les enfants se sont réunis avec les membres de famille de la deuxième catégorie. Ils se sont assis, ils ont défini les choses, ils ont dit, OK, voici la réserve successorale. Elle contient ça, 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 ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une société. Toutes ces maisons reviendront à la société. On mettra un des nôtres ensemble et on va fructifier cette société-là. Des loyers vont être payés à cette société-là. Donc, c'est une société immobilière et ça va bénéficier à tout un chacun. Les cas que tu as pris sont intéressants et celui dont je dis reste important, mais aussi, si moi, je reviens sur le cas entre moi et toi, l'exemple que j'avais pris, si moi et toi, nous nous entendons de fructifier ce bien-là, là, c'est autre chose. Et je conseille aux familles sérieuses, aux personnes qui sont sérieuses, de pouvoir s'asseoir, de discuter et de voir comment ils peuvent fructifier le bien. C'est-à-dire, il ne faut pas se limiter à, on touche 10 000 le mois, on les partage et puis c'est tout. Non. 10 000, on voit comment on les réinvestit pour acheter ailleurs. Tu vois, Kinshasa, aujourd'hui, est en train de prendre une certaine valeur, entre guillemets, absolument, et c'est intéressant. Mais j'aimerais dire une chose. En fait, la classe moyenne se définit effectivement par le fait de posséder un bien, de pouvoir assurer certains besoins. Et comme tu as dit, par exemple, on voyait les enfants à l'université. Mais au Congo, à Kinshasa, puisque moi et toi, on a plus vécu là, moi j'ai fait à cause du travail, j'ai vécu certaines provinces, toi aussi. Les classes moyennes, on ne les retrouve pas que dans les quartiers UP comme Gombe. On les retrouve aussi ailleurs, tu vois. C'est ce qui définit aujourd'hui au Congo une classe moyenne, c'est le salaire de la personne qu'il touche et comment il se débrouille avec. Je suis allé au Katanga, j'étais bluffé. Tout le monde là-bas cherche à acheter un terrain. Tout le monde excuse-moi, c'est pour ça que j'étais très spécifique par rapport à Kinshasa, parce que je ne connais pas la réalité du Katanga. J'ai été très spécifique. C'est le fait qu'il y a un changement démographique dans la commune de Gombe, qui est la commune la plus prisée de Kinshasa. Oui, tu comprends. Exactement. Le Katanga, je ne connais pas. Je peux pas en parler. C'est trop dire, mais c'est un quartier quand même super important. Et là-bas, c'est clair que c'est les classes supérieures. Moi, si tu me retrouves là-bas en train d'y aller, c'est pas que je n'y serai pas propriétaire. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Christian. Excuse-moi de t'interrompre encore. C'est pas ce que j'ai dit. J'essaie de te faire comprendre que la succession qui prend 20 ans, 30 ans, et que ça fait qu'il y a une exode des Congolais de Gombe qui sont allés vers les provinces un peu plus pas provinces, les quartiers périphériques à cause de la succession. Je fais une corrélation entre les conflits de succession, la vente, le système judiciaire, jusqu'à la maison de Ngombe qui est partie. J'ai pris ça comme un exemple parce que c'est surévalué par rapport à des raisons que j'ai déjà énoncées. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans ce contexte-là que j'essaie que tu puisses donner une réponse. Tu vois, le Katanga, je ne connais pas, je ne peux pas en parler. Parle-moi de Gombe particulièrement, que Gombe, on peut voir le changement démographique les 20, les 30 dernières années. On peut le voir. Personne n'est dupe. Oui, on peut le voir, mais encore une fois, comme je dis, les familles qui se déchirent devraient normalement s'entendre et trouver une solution pour voir comment fructifier leurs biens. Si elles pensent qu'elles peuvent s'asseoir et gérer un bien pendant des années ensemble, mais si vous ne pouvez pas, bon, malheureusement, il y aura la relégation économique, comme tu le dis, c'est-à-dire que chacun ira acheter ailleurs. On va vendre et puis on va vendre ailleurs. Tu sais qu'à la Gombe, tu as des maisons qui coûtent 1 million, 2 millions, voire 3, 4 millions. Ouais. Et tu as des immeubles, il y a un immeuble, encore une fois, je tais son nom, il est en vente actuellement, il est à 25 millions. Donc, je pense que les familles devraient s'asseoir, discuter et trouver un terrain d'entente pour pouvoir fructifier les choses.
Donc, c'est dans cet esprit. Mais si c'est uniquement pour garder un bien des années et c'est inexploité, je pense que c'est mieux de passer par la loi, voir comment le vendre. Et puis voilà, donc c'est un peu ça. Parce que ça créera au fur et à mesure des problèmes. Je l'ai vu dans une partie de ma famille sur un bien ailleurs. Ça a créé... Actuellement, on commence même à définir qui est héritier ou pas. Et ça, c'est déchirant quand même. Hein. Mais c'est dû à quoi qu'il y a cette cupidité au niveau de nos familles où, bon, je pense que ça aussi à cause de la nature bantou qui est le culte de la personnalité autour de la personne qui ramène le plus de revenus. Pourquoi je dis ça? Une fois que, traditionnellement, des couillus masculins, pour dire un homme, des couillus qui meurent, pas de testament, ou testament, on ne sait pas, mais tellement qu'il centralisait les choses que c'était lui le décideur parce qu'il avait de l'argent, tout tournait autour de lui, tout gravitait autour de lui. Une fois qu'il n'est plus là, ça crée le chaos. Et les rivalités sans autorité, c'est des conflits. Tu ne penses pas que la nature du Congolais même encourage ça? Parce que je vois les Maliens, s'il faut parler d'autres cas de figure, je vois d'autres nations quand un père meurt, qu'il avait des biens, ils utilisent ça comme un tremplin pour chacun se lancer, se supporter entre eux, entre frères. Et nous, c'est des conflits directs parce qu'on veut tous garder le statu quo, maintenir un train de vie. Et naturellement, je vais être encore plus dur, excusez-moi pour ceux que je veux offenser. Dès qu'un père qui meurt, on a vu ça surtout à Pigeon, Binzaïpen, avec des grandes villas qui étaient considérées comme ceux, les anciens moboutistes. Dès qu'un père meurt, le fils, le père est mort. Une semaine après, il a une nouvelle voiture. Et après ça, il invite tout le monde en boîte pour aller boire de l'alcool. C'est des réalités quinoises. Il ne faut pas les nier. Mais ils ne se rendent même pas compte que le bien est parti, il n'y a plus de revenus. Je ne mets pas en doute ce que lui-même gagne. Mais où je veux en venir, c'est quoi? Il dépense le patrimoine qui aurait pu le servir de tremplin pour pouvoir créer ce qu'on appelle social mobility, quitter son rang social actuel ou bien se maintenir roulé en tant que classe moyenne. Parce que ceux qui habitaient Pigeon, ils avaient beaucoup de biens financiers issus de la classe moboutiste. Mais lui, il dépouille tout avec une voiture. Et après, ça fait une affaire sans business plan et il se casse la gueule. Et dès qu'il n'a plus d'argent, on ne le voit plus en boîte, il n'y a plus de champagne, il ne fait plus de bruit. Et il disparaît, il se cache. C'est des réalités qu'on a tous vues. Mais maintenant, comment est-ce qu'on atteint la maturité nécessaire en tant qu'individu, en tant que membre de famille, pour pouvoir exploiter le bien le plus possible, sans trop de conflits, avoir la tête froide? Qu'est-ce que tu conseillerais? Ça sera ton mot de la fin, frère. Oui, cette question est très importante. J'aimerais revenir sur un aspect dont tu as parlé, c'est le culte de la personnalité. C'est-à-dire que généralement, nos familles, on l'a vécu, quand il y a quelqu'un qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, un leader familial, de qui tout le monde pratiquement dépend, que ce soit ses propres enfants, sa femme ou ses cousins et autres, quand il décède, c'est la débandade. On l'a vu, on continue encore à le voir maintenant. Le vrai problème réside d'abord avant la mort de la personne. Comment elle gérait les relations familiales, ok? Si il n'a pas préparé la succession d'abord d'un point de vue moral, ce n'est pas intéressant. On l'a vu même en politique dans ce pays, hein, où des personnes qui sont parties et après, c'était vraiment le désordre. Malheureusement, tu as cité des cas qu'on connaît tous, et moi et toi, on en connaît plein, où le papa meurt et après, c'est la joie des héritiers et puis, paf, du jour au lendemain, on est avec eux en train de prendre le transport dans la rue, vous vous demandez même qu'est-ce qu'il devient ou quoi que ce soit. Le meilleur conseil que je pourrais donner à ces personnes-là, c'est de pouvoir, face à une succession, ou pour éviter les divisions, on ne pourra pas nécessairement les éviter, mais pour éviter les relégations économiques, parce que c'est possible, où tout le monde peut se retrouver, et encore, même quand un bien est vendu, éviter de pouvoir ne pas se retrouver socialement, personnellement, parce qu'au fond, c'est ça, de pouvoir bien réfléchir lors d'une succession et de veiller à ce que les principes, je vais encore le dire, de la loi soient respectés et que l'on puisse travailler de sorte à ce que chacun se retrouve. Si un bien peut rester et être fructifié, faites-le, réunissez-vous, faites-le. J'ai d'ailleurs un ami avocat qui le fait pour une famille. Et puis, voilà, donc c'est un peu le dernier mot. Revenons à la loi. ABC Group peut aider dans ce sens-là. Je
pense que tu dis-moi, donneras mes c'est coordonnées. où qu'on peut te trouver? C'est quoi ton email adresse? C'est quoi tes réseaux sociaux? C'est quoi ton LinkedIn? Alors- C'est quoi ton contact? Vas-y. Alors, vous pouvez m'écrire sur christian.atembina, tout en minuscule, @abcgroup.cd. Vous pouvez me joindre téléphoniquement au plus 243 81 22 333 10. C'est un numéro WhatsApp. Répète-le Ou encore, s'il te plaît. Plus 243 81 22 333 10. Et nous serons ravis d'analyser votre cas et de l'orienter auprès de la batterie d'avocats que nous avons pour pouvoir le faire. Même pour ceux qui ont subi, tu sais, je vais terminer par là. Il y a des gens qui sont partis en Europe après de grosses difficultés. Ils ont laissé des biens parce qu'ils ont été piétinés. Aujourd'hui, se pose la question comment les récupérer. Après 20 ans, ils se disent comment je vais faire, comment ça va se passer. Nous pouvons vous aider en mettant à votre Christian, disposition. s'il te plaît, pardon. Je veux que tu commandes dessus. J'ai 40 ans, c'est un exemple. Ngoy a 40 ans, son père décède. Son père avait une maison à ma compagne. On vend la maison, Ngoy prend l'argent, il va en Europe, il a son visa parce qu'il a une garantie bancaire. Il arrive en Europe, il demande l'asile, Ngoy reste en Europe, il ne sait pas quoi faire, il a froid. Son éducation, s'il va dans un pays anglo-saxon, son éducation congolaise, il le faut un équivalent pour trouver un travail qui est similaire à ce qu'il veut. Il a vendu, il a utilisé tout l'argent qu'il a reçu de l'héritage de son père pour aller en Europe ou bien aux États-Unis. Ce qui fait que Ngoy, qui était classe, upper class, mais classe supérieure au Congo, avec le bien de ma compagne ou de Gombe, se retrouve en Angleterre ou aux États-Unis à classe travailleuse, sans avoir un travail qui est équivalent à ce qu'il fait. Tout ça, c'est des conséquences encore, comme je dis, la relégation socio-économique. Je ne sais pas si tu comprends mon exemple. Oui, je comprends. Anyway, merci beaucoup, M. Atembina, d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci, Harris. Et je pense Merci que c'est important d'avoir ce genre de conversations qui peuvent paraître difficiles. On n'a pas cherché à froisser, que ce soit le système judiciaire, certaines familles. On n'a pas cherché à froisser qui que ce soit, mais il est important d'avoir l'information pour pouvoir approcher ce genre de situations qui sont difficiles, avec plus d'informations pour pouvoir gérer les situations différemment. Parce qu'il est vrai, moi je répète et j'insiste, c'est un fléau. Dans ma propre famille, mes amis, presque tout le monde autour de moi sont en problème de succession. C'est un problème récurrent à Kinshasa. Et je pense qu'il est très important qu'on puisse approcher les choses de manière avec une tête froide parce qu'il y a une relégation. Il y a une relégation. Ils vont mettre votre bien en valeur à Gombe. C'est un exemple spécifique. Et après ça, ils mettent des business, ils font de l'argent. Chaque fois que tu passes là, tu as ton cœur ou bien ton estomac qui se froisse. Ça fait mal. Et tu deviens le nostalgique. Ah, nous avons pas dans la Gombe et on ne veut pas ça. Et comme on l'a si bien établi, peut-être que Christian n'a pas voulu frotter dessus, il y a un changement démographique qui se fait réellement à Gombe. Et c'est nous les Congolais les perdants. Christian, tu auras un truc à ajouter ou bien on a fini? Je suis sur LinkedIn sous le nom Christian Atembina et aussi la page ABC Group. Merci pour tout. Merci pour tout, pour ce moment, ce partage intéressant, Harris. Et je te souhaite vraiment de continuer avec cette émission qui fait beaucoup de bien à tous ceux qui l'écoutent. Et voilà. Merci beaucoup, Christian. J'apprécie aussi le fait que tu aies participé dans un si court délai. Allez, paix, prospérité à tout le monde et une excellente journée et bon week-end et à très bientôt. Just a good umuntu kuthanda umselo ukuthi uthando luphela